Dans le cadre d'une étude sur les régimes totalitaires qui se sont installés en Europe dans la première moitié du XXe siècle, nous allons évoquer maintenant comment l'Europe a réagi face à ces systèmes totalitaires. Et pour commencer, nous allons voir la montée des périls pour un chemin qui va conduire l'Europe et le monde à un deuxième conflit mondial. Dans l'entre-deux-guerres, le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne et le stalinisme en URSS constituent ainsi trois régimes totalitaires qui vont jouer un rôle dans la montée des tensions internationales. Il faut toutefois différencier ces régimes qui diffèrent par leurs idéologies et par leurs stratégies. L'Allemagne et l'Italie, deux régimes nationalistes qui s'appuient sur des idéologies d'extrême droite, ont en commun une volonté d'extension territoriale clairement affichée dans leur propagande. Pour parvenir à leur fin, l'Allemagne et l'Italie vont dans un premier temps avoir recours à des stratégies différentes. De son côté, l'Allemagne ne va pas hésiter à rompre rapidement avec la communauté internationale. Hitler, qui arrive au pouvoir en janvier 1933, décide de se retirer de la SDN, la Société des Nations, créée à l'issue de la Première Guerre mondiale, en octobre de cette même année. Et dès 1934, il rend le service militaire obligatoire et augmente le nombre de divisions allemandes, et ce au détriment du respect des accords noués à l'issue du traité de Versailles, mettant fin au premier conflit mondial. Hitler assume ainsi une stratégie d'isolement diplomatique, renforcée par ailleurs par la stratégie des démocraties occidentales, qui, pour mettre de côté l'Allemagne d'Hitler, n'hésite pas à se rapprocher diplomatiquement, toute proportion gardée, de l'URSS de Staline, jusqu'à présent mise au banc des nations, mais qui à partir de 1934 intègre pour sa part la SDN. Ces démocraties occidentales, qui à titre individuel, à l'image de la France, mettent en œuvre des stratégies de rapprochement avec l'URSS de Staline, à l'image de la France, qui signe un traité d'assistance mutuelle avec l'URSS, traité négocié par Pierre Laval, alors ministre des Affaires étrangères, l'ironie de l'histoire voulant que le même Pierre Laval, quelques années plus tard, sous le régime de Vichy, va œuvrer à une collaboration renforcée avec l'Allemagne nazie par anti-bolchevisme. L'intégration de l'URSS dans la diplomatie internationale n'est pas sans rapport avec la stratégie mise en place par Staline, stratégie consistant à faciliter la formation de fronts populaires de la part des partis communistes au nom de l'antifascisme, stratégie promue par le Comintern qui, sous la tutelle du PCUS, du Parti communiste de l'Union soviétique, rassemblait alors les différents partis communistes nationaux qui avaient adhéré à la Troisième Internationale mise en place après le succès de la révolution bolchevique. Un rapprochement politique peut s'opérer ainsi dans les forces de gauche, alors que jusqu'à présent, le Parti communiste avait plutôt privilégié une stratégie individuelle. Parallèlement, et toujours pour œuvrer à l'isolement diplomatique de l'Allemagne nazie, les Français, les Britanniques n'hésitent pas à se rapprocher de l'Italie fasciste, et ainsi est signé en 1935 lors de la conférence de Stresa un accord entre les trois pays qui s'accordent alors pour une politique commune visant à s'opposer au réarmement allemand.
Mussolini, idéologiquement proche d'Hitler, qui était un admirateur d'ailleurs de Mussolini, s'opposait en réalité à une expansion trop importante de l'Allemagne, notamment à travers une annexion possible de l'Autriche, mais surtout entendait tirer parti de cet accord pour de son côté avoir les mains libres pour mettre en place sa politique d'expansion territoriale. En effet, Mussolini a l'ambition de se lancer dans la colonisation de l'Empire éthiopien, un des rares territoires avec le Liberia qui reste libre de toute occupation étrangère, et ce parce qu'il y existe un État structuré, dirigé par un empereur, Haïlé Sélassié. Mussolini se lance donc dans l'invasion de l'Éthiopie, rendue possible par la possession préalable de colonies pour l'Italie aux frontières de l'Empire éthiopien, que ce soit en Érythrée ou en Somalie. Une conquête dont on voit qu'elle est finalement assez longue à être réalisée, puisqu'elle commence en octobre 1935 pour ne s'achever qu'en mai 1936, à travers une guerre dure où l'Italie n'hésite pas à utiliser tous les moyens en sa possession, y compris des armes chimiques. Mais une conquête difficile car Haïlé Sélassié, le Négus, le roi des rois de l'Empire éthiopien, qui sera dans le futur un véritable héros pour la culture rastafarienne, Bob Marley reprenant intégralement un de ses discours postérieurs à cette époque dans une de ses chansons. Mais donc l'Éthiopie résiste vaillamment à cette conquête, mais la supériorité italienne, la supériorité technologique lui permet quand même de finir par l'emporter. On mesure quand même à travers cette difficile conquête les lacunes d'une armée qui ne va pas se signaler par des succès mirobolants lors du second conflit mondial à venir. Alors quoi qu'il en soit, bien que difficile, la conquête italienne est réalisée et immédiatement célébrée par la propagande de l'Italie, puisqu'il s'agit bien ici de mettre en avant la volonté nationaliste, expansionniste du régime. On le voit ici à travers cette banderole célébrant l'empire italien dans les rues d'Addis Abeba, en Éthiopie. Donc la propagande italienne met en avant finalement la gloire que l'Italie tire de cette conquête, une gloire qui est mise en parallèle avec celle passée de l'Empire romain, référence historique absolue pour l'Italie nationaliste de Mussolini, comme on le voit ici sur cette affiche de propagande. Alors toutefois, contrairement à ce qu'avait envisagé Mussolini, la communauté internationale, par l'intermédiaire de la SDN, va condamner cette conquête italienne contre un État qui était non seulement indépendant mais membre de cette même SDN, condamnation qui va se concrétiser par des sanctions économiques puisque la SDN n'avait pas vocation à intervenir militairement. Et cette condamnation va provoquer une réaction italienne qui consiste à quitter la Société des Nations, à finalement récupérer ici cette condamnation dans sa propagande, comme on le voit là aussi sur ces différentes affiches, et puis surtout cet isolement diplomatique de l'Italie va provoquer son rapprochement rapide avec une autre nation isolée, l'Allemagne d'Hitler. Ainsi se constitue assez rapidement l'axe Rome-Berlin, signé en novembre 1936, caractérisé par des visites bilatérales de Mussolini et Hitler en Allemagne et en Italie, et une volonté de mettre en place une stratégie commune d'expansion territoriale.
Parallèlement, l'Allemagne d'Hitler continue sa remilitarisation, et ce dans le non-respect des obligations liées au traité de Versailles. Ainsi, le 7 mars 1936, Hitler ordonne la remilitarisation de la Rhénanie, et ce sans susciter de réaction des démocraties occidentales soucieuses de préserver la paix. Autre conflit illustrant la volonté occidentale de préserver la paix coûte que coûte, celui qui démarre en Espagne dans le contexte de la mise en place d'une république nouvelle qui va mener au pouvoir le Frente Popular. Cette union des forces de gauche, réalisée conformément à la stratégie antifasciste mise en place, on l'a vu précédemment, par le Comintern, ce Frente Popular, donc qui parvient au pouvoir en février 1936 et qui va susciter une réaction forte de la droite nationaliste, traditionnaliste espagnole. Les forces conservatrices espagnoles vont en effet rejoindre le soulèvement militaire mené au Maroc notamment par le général Franco, soulèvement militaire contre le nouveau régime qui conduit le pays dans la guerre civile. Cette guerre civile, dont on voit qu'elle part de Melilla donc au Maroc, va conduire à une avancée progressive des forces franquistes face aux forces républicaine, mais surtout elle va marquer de son empreinte le continent européen à travers une intervention de puissances extérieures, à commencer par celle de l'Allemagne nazie, de l'Italie fasciste, qui vont soutenir les forces franquistes militairement. L'intervention allemande et italienne étant une intervention essentiellement aérienne, l'occasion pour ces deux pays d'expérimenter leurs nouvelles armes à travers une campagne de bombardement des territoires républicains. Cette campagne de bombardement va avoir la particularité de ne pas se limiter à des cibles militaires. La ville de Guernica est ainsi le symbole de ces victimes civiles, de cette destruction massive du fait donc des bombardements commis par l'aviation nazie, la Légion Condor. Ce bombardement, ce massacre ayant été immortalisé par l'œuvre bien connue de Pablo Picasso. De leur côté, les républicains vont essentiellement recevoir le soutien militaire, matériel de l'URSS, à l'image de ce navire soviétique amarré à Barcelone, au lieu de la résistance républicaine. Ainsi, la guerre civile espagnole est une première occasion de confrontation entre les totalitarismes européens, confrontation marquée par donc l'envoi de matériel militaire, mais aussi d'hommes. Ce sont les Italiens qui, avec environ 75 000 hommes, envoient le plus de soldats combattre sur le terrain. On notera que globalement l'URSS envoie davantage de matériel, mais que cette comparaison est à nuancer si l'on additionne le matériel de combat envoyé à la fois par l'Allemagne et par l'Italie. Ce qu'il faut retenir de cette guerre civile espagnole, dans cette montée des périls européens, c'est la passivité, une nouvelle fois, de la France et du Royaume-Uni qui décident de rester en dehors du conflit, comme le montre cette caricature, où l'on voit ici Chamberlain, le Premier ministre britannique, qui refuse de voir finalement l'engagement des totalitarisme d'extrême droite aux côtés de Franco dans ce conflit. Alors il y a bien un engagement de Français ou de Britanniques, d'Américains au sein des forces républicaines, mais il est individuel et il est constitué par des brigades internationales, des individus qui décident de soutenir la cause républicaine et qui vont combattre
auprès de ces combattants républicains espagnols. Mais le fait que seul l'URSS va véritablement intervenir en tant qu'État aux côtés de ces républicains va provoquer un déséquilibre au sein d'un mouvement républicain qui était constitué par des forces essentiellement de gauche, mais malgré tout des forces qui appartenaient à des mouvements politiques variés, qu'ils soient communistes, socialistes, anarchistes. Or, le soutien de l'URSS va déséquilibrer cette coalition et provoquer par là même des tensions au sein même des républicains, pouvant même mener parfois jusqu'à des combats fraternels. Et ce déséquilibre n'a probablement pas œuvré pour une issue positive pour le camp républicain. Ainsi, ce conflit s'achève par une victoire des franquistes, actée le 1er octobre 1939, à l'issue d'une guerre qui fut véritablement meurtrière, marquée par de nombreux massacres. On estime à 400 à 500 000 le nombre des morts. Il faut ajouter à cela plus de 100 000 disparus. Une forte surmortalité liée également aux épidémies, à la famine créée par le conflit, à peu près 300 000 personnes, 330 000, et puis aussi de très nombreux exilés qui vont notamment franchir la barrière des Pyrénées et se diriger vers la France. On les estime à quelques 440 000. Une guerre d'Espagne qui témoigne donc des tensions en cours en Europe à travers l'affrontement des totalitarismes, la passivité des démocraties occidentales et qui va voir à sa suite se développer ce que l'on a pu qualifier, à tort ou à raison, de marche à la guerre. On a vu que l'Italie entamait sa stratégie d'expansion territoriale en dehors de l'Europe, en Afrique, mais c'est bien en Europe que Hitler veut réaliser l'expansion territoriale de l'Allemagne, devant à la fois réunir dans une même nation les peuples germanophones et assurer, pour ce qu'il estime être un peuple supérieur, un espace vital, un Lebensraum, au détriment notamment des peuples slaves considérés comme inférieurs. Ainsi, donc, en mars 1938 est réalisé l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche voisine. Alors, cet Anschluss est en réalité le résultat d'une manipulation politique, puisque l'Allemagne nazie va pénétrer militairement sur le territoire autrichien en soutien à un coup d'État mené par le parti nazi autrichien. Globalement, la population autrichienne ne manifeste pas de résistance vis-à-vis de cette opération, et les troupes allemandes de la Wehrmacht sont même très souvent accueillies avec enthousiasme par la population autrichienne. Après l'Anschluss, les ambitions territoriales de l'Allemagne nazie vont la conduire à s'en prendre à la Tchécoslovaquie, puisque s'y trouvent aux frontières de l'Allemagne, notamment dans la région des Sudètes, des minorités germanophones que l'Allemagne entend intégrer à son territoire. Donc la publicité faite à ces ambitions territoriales allemandes au détriment de la Tchécoslovaquie, un allié des Occidentaux, va mener à la tenue d'une conférence internationale organisée à Munich en 1938, en septembre 1938, où l'on voit donc la présence de délégations allemandes, italiennes, françaises et britanniques. Ainsi, on reconnaît sur cette photographie le Premier ministre britannique Chamberlain, Édouard Daladier, président du Conseil de la Troisième République française, Adolf Hitler aux côtés de Benito Mussolini. Or, cette conférence va acter finalement de la démission de la France et de la Grande-Bretagne face aux ambitions nazies, et ce, à travers l'ambition que cela permettra de préserver la paix.
La France et la Grande-Bretagne acceptent ainsi de sacrifier les Sudètes, mais cette idée que la paix en sera préservée est déjà à l'époque souvent considérée comme une illusion, comme on le voit sur cette caricature où les dirigeants français, britanniques, allemands et italiens fument le calumet de la paix, mais un calumet de la paix fumé dans un environnement extrêmement dangereux, comme le signale la présence de nombreux explosifs. Alors, les dirigeants français et britanniques sont-ils aveuglés par une démocratie qui les soumet à une opinion publique extrêmement sensible à la paix, du fait, il faut s'en rappeler, des traumatismes récents suscités par la Première Guerre mondiale et son très lourd bilan. Le mouvement pacifiste est très fort dans cet entre-deux-guerres. En tout cas, c'est véritablement ce qui a motivé la signature de cet accord, présenté comme une victoire au retour au pays par Daladier et Chamberlain. Mais cette victoire, elle est amère et pas toujours finalement assumée. Daladier, qui aperçoit une foule enthousiaste à son retour, aurait murmuré les cons en voyant cette foule qui se réjouissait d'une paix bien fragile. Quant à Chamberlain, Churchill lui dira: vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre. De son côté, l'Allemagne nazie, qui annexe les Sudètes, n'a absolument pas l'intention de respecter tous les points de l'accord signé à Munich, et ainsi en mars 1939, contrairement à leur engagement, les troupes allemandes entrent à Prague et la Bohème, l'actuelle République tchèque, est ainsi placée directement sous protectorat nazi. Ainsi, la Tchécoslovaquie est véritablement dépecée, comme on le voit sur cette carte. Donc nous avions déjà évoqué l'annexion des Sudètes, la mise en place d'un protectorat en Bohème-Moravie sous la tutelle de l'Allemagne nazie. On remarque que du côté de la Slovaquie, la Hongrie, alliée de l'Allemagne et de l'Italie, va annexer une série de territoires, que même la Pologne va se servir. Quant à la Slovaquie, elle va former un premier État indépendant qui a la particularité d'être dirigé par un ecclésiastique adepte des théories du nazisme. Hitler, qui veut dès lors poursuivre sa campagne d'expansion à l'encontre de la Pologne, un État qui à la fois possède une importante communauté germanophone et qui a la particularité d'être peuplé majoritairement de Slaves jugés inférieurs et aptes à la servitude. Hitler entend donc s'en prendre à la Pologne et sait qu'il ne pourra pas de nouveau compter sur la bienveillance des puissances occidentales. C'est ainsi qu'il met en place une stratégie visant à s'assurer de la neutralité soviétique, un ennemi qui est pourtant désigné du point de vue de l'idéologie communiste, contraire aux valeurs nazies, mais aussi du point de vue de sa composition ethnique, certes diverse mais majoritairement slave, qui en fait là aussi un État jugé inférieur par l'idéologie nazie. Un pacte germano-soviétique est ainsi signé en août 1939. La stratégie de rapprochement des puissances occidentales vis-à-vis de l'URSS de Staline ayant été finalement à la fois trop légère et trop inefficace, l'Allemagne d'Hitler en profite pour établir ce rapprochement diplomatique, rapprochement illustré ici par la presse étrangère comme un mariage entre deux dictateurs sanguinaires. Ce rapprochement est rendu possible par la signature d'un protocole secret
qui prévoit finalement la réalisation d'un nouveau partage de la Pologne, nouveau partage puisque ce territoire polonais a déjà été l'objet d'un partage au XVIIIe siècle entre Russie, Prusse et Empire autrichien. Nouveau partage de la Pologne qui permet de séduire les ambitions soviétiques, des ambitions qui vont également conduire les soviétiques à s'en prendre aux États baltes, à la Finlande, des ambitions que Hitler va instrumentaliser, car en réalité, il n'a absolument pas l'intention de faire de l'URSS un allié. Il veut simplement gagner du temps. Hitler ne compte pas tenir ses engagements. Il n'estime absolument pas que la vérité soit utile en politique. Bien au contraire, la duplicité, la manipulation fait véritablement partie de la stratégie mise en place par les nazis pour œuvrer à la grandeur de l'Allemagne, grandeur qui va s'avérer bien éphémère.